Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien exclusif avec le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, qui a bien voulu aujourd'hui nous recevoir dans son bureau. Monsieur le ministre, merci pour l'accueil chaleureux. Pour commencer cet entretien, Monsieur le ministre, comment se porte aujourd'hui l'économie djiboutienne en 2026 et quel est le chemin parcouru? Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala Rasulullah. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui, l'équipe de la RTD, et Mohamed à mes côtés. Merci. Je dirais, alhamdulillah, l'économie djiboutienne, comme Djibouti, se porte bien mieux année après année. Djibouti a fait face ces dernières années, notamment après la crise subite du Covid. Djibouti a subi un choc majeur externe. Avec cette crise sanitaire, une autre crise de la logistique était couplée à cette crise. Si tant est que les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été subitement à l'arrêt. Et bien évidemment, pour un pays qui vit des services, et principalement des services portuaires, c'est devenu un défi majeur à gérer. Et je vous avoue que cette crise a marqué beaucoup notre économie. Le gouvernement, le chef de l'État, le président Ismaël, et nous autour de lui, on a essayé d'être très réactifs. En raison donc de l'arrêt total de l'économie et des mouvements des personnes comme des biens, et il fallait venir en aide beaucoup de monde qui vivait du travail journalier. Et donc on est beaucoup intervenu sous la forme d'aide, sous la forme de subventions. Alhamdulillah, on a pu gérer cette crise qui a été une crise sans précédent, je disais. Ensuite, comme vous le savez, on a connu beaucoup d'autres chocs. Comme on dit, nous avons évolué dans un contexte de polycrise où plusieurs crises se superposaient d'un point de vue géopolitique, des tensions autour de nous en raison des conflits internes de nos voisins, dont beaucoup parmi ces tensions et ces crises ont été et sont encore avec des conséquences majeures pour la région. Je parle du Soudan, je parle de nos autres voisins, mais nous parlons également de cette crise en face de nous au Yémen, où, encore une fois, le mouvement des marchandises, parce que le détroit de Bab el-Mandeb est un passage maritime majeur d'un point de vue géostratégique mondial, et par voie de conséquence donc a marqué beaucoup de coups sur non seulement au niveau national et régional, mais également sur le plan mondial. Beaucoup de tensions autour de ces questions également. Je pense que nous sommes en train de nous relever. Dieu merci, les fondamentaux macroéconomiques sont restés solides. On dit que l'économie de Djibouti a été résiliente à plusieurs chocs externes. Et nous voilà aujourd'hui sur le chemin d'une croissance retrouvée. Nos projections pour l'année prochaine est de l'ordre de 6% de croissance, même si je n'ai pas un plaisir particulier à parler de croissance économique parce que ça ne parle pas
à nos compatriotes quand nous parlons d'une croissance de 6 ou 7% ou plus. Et dans le quotidien, qu'est-ce qui a changé? C'est là qui va être important pour nous en tant que responsables à expliquer. Ok. Excellence, vous avez conduit une délégation d'un consortium chinois de premier plan auprès du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour sceller une nouvelle étape de la coopération économique bilatérale. Donc, au-delà des annonces officielles, quels sont les véritables enjeux et de quoi est-il vraiment question? Vous savez, Djibouti est un pays, comme on dit, d'échanges et de rencontres. Djibouti est à la porte de cette position géostratégique globale. On appelle cela Djibouti, en ce sens, parmi les 3 goulots d'étranglement logistique mondial. Donc, cela suppose beaucoup de choses. Et pour nous, sous le prisme du développement, nous tirons profit et nous comptons tirer profit de notre localisation que Dieu nous a positionnée. Et donc, parmi ces pays amis, parmi ces partenaires, nous avons un pays qui a beaucoup investi à Djibouti, qui a beaucoup cru en Djibouti. C'est la Chine. C'est un secret pour personne. La Chine est la principale économie aujourd'hui du monde avec les États-Unis. C'est la principale, comment dirais-je, c'est le principal centre de production mondiale. Et donc, la Chine comme l'Asie, pour nous, représente un enjeu majeur en termes de développement. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'attirer plus d'investissements. Le Moyen-Orient, l'Asie en général, et la Chine évidemment. Donc, cette délégation chinoise, au-delà des aspects sur lesquels nous collaborions avant, c'est-à-dire d'un point de vue valorisation de la plateforme logistique de Djibouti, désormais nous nous dirigeons vers l'industrialisation de Djibouti. Et donc, de cette délégation que vous avez vue présenter au chef de l'État, un programme ambitieux. C'est une délégation qui est composée de c'est un consortium de 5 sociétés chinoises, dont parmi elles, les plus importantes de Chine et du monde, je dirais. Et cela va porter principalement sur la transformation de nos propres ressources naturelles. C'est encore un autre avantage. Il y a déjà une société qui évolue autour de lac Assal pour faire la production et la transformation du sel. Mais le sel a une caractéristique assez atypique parce que c'est un entrant ou en tout cas un élément central pour beaucoup d'industries. Et donc la chaîne de valeur du sel représente de grandes opportunités, chose que nous ne savions pas avant. Donc cette entreprise, l'idée derrière, c'est de produire environ 2 millions de tonnes de caustic soda, on appelle en anglais, la soude caustique. La soude caustique est utile et indispensable pour l'industrie cosmétique, est indispensable pour l'industrie pharmaceutique, mais c'est également indispensable pour l'industrie agroalimentaire. Donc, ça va dans presque toutes les industries majeures dont un être humain a besoin de son quotidien. Mais ensuite, il y a d'autres projets. Je ne vais pas donner beaucoup de détails à ce stade-là. Aujourd'hui, nous venons de signer notre partenariat, en tout cas la lettre d'intention pour aller de l'avant. Et dans moins de 5 mois, nous espérons avoir un programme complet en détail. Parmi les industries que nous visons,
c'est également l'industrie et tout ce qui est tourné autour de tuyauterie. Parce qu'une partie, encore une fois, du sel est également utilisée. Le consortium a l'ambition également de développer une unité de production de l'aluminium. Mais tout cela, ça veut dire aussi de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas seulement nous, Djiboutiens, qui avons besoin pour améliorer notre condition de vie, en améliorant le pouvoir d'achat, mais surtout, l'énergie, on a besoin pour créer beaucoup d'emplois. Et donc, créer beaucoup d'emplois, c'est créer beaucoup d'industries. Et cette entreprise, dans son package en termes d'investissement, viendra avec les investissements nécessaires en termes d'énergie, de beaucoup d'énergie dont nous estimons que Djibouti et les Djiboutiens vont également bénéficier par ailleurs. Et donc cette énergie, ce consortium le développera à travers l'éolien, le solaire, la géothermie, en tout cas un mix énergétique indispensable pour que ces industries puissent devenir une réalité. Et c'est la condition sine qua non pour réussir la transformation de Djibouti. Voilà à peu près ce à quoi ces perspectives tendent. Pour nous, ça veut dire diversifier notre économie, ça veut dire créer des opportunités d'emploi parce que le cœur de notre politique, c'est autour de l'emploi et surtout de l'emploi des jeunes. C'est un sujet, c'est un défi majeur dont nous pensons jour et nuit. Ensuite, c'est d'améliorer le positionnement de Djibouti en termes d'économie, en termes de positionnement économique dans la région. Et donc, aller de plus en plus maintenant vers d'autres perspectives que cette économie de services exclusifs nous offrait. Quand c'est une entreprise, un consortium chinois, ça ne veut pas dire que nous sommes exclusifs à la Chine. Nous espérons que d'autres investisseurs d'autres horizons, notamment de l'Europe et d'ailleurs, y compris des États-Unis, tireront bénéfice également de ces différentes choses. Donc, Djibouti est amené à changer de configuration en termes de modèle économique. Et je pense que ce projet, ou en tout cas ce consortium, va être un sujet majeur. Et donc, c'est de développer une industrie verte. En fait, c'est ça notre ambition et c'est ça la vision du chef de l'État. Pour passer à la suite de cet entretien, Monsieur le ministre, quels sont les engagements du gouvernement djiboutien et les axes stratégiques du plan national de développement PND 2025-2030 pour valoriser la jeunesse comme levier de croissance économique, d'innovation et de développement humain? Très bien. C'est la jeunesse. L'objectif numéro 1 du chef de l'État, du président de la République, c'est la priorité numéro 1 du gouvernement. Mais c'est également l'avenir de Djibouti. La jeunesse, nous sommes en train de vivre une période intéressante en termes de transition démographique. 30% de la population au jour d'aujourd'hui a moins de 18 ans. 60% de la population a moins de 30 ans. Donc nous sommes en train de vivre une période de transition démographique très favorable pour Djibouti. Le taux de mortalité infantile a baissé. L'espérance de vie a augmenté. Tout cela converge
vers une transition démographique positive. Mais tout cela veut dire aussi une demande particulière, ou en tout cas un objectif représente un défi, c'est-à-dire comment conduire cette transition démographique pour la rendre productive, comment offrir des perspectives pour cette tranche d'âge aujourd'hui majoritairement jeunes qui sont dans les écoles, qui sont dans les universités et qui sont sur le marché du travail. C'est pour cela donc le plan national de développement, en tout cas dans sa dernière génération, c'est-à-dire celui du 2025, quand nous parlons de 2025, nous avons d'ores et déjà commencé. Nous le présenterons très bientôt, je l'espère, au mois de février, avant le Ramadan, Inch'Allah. Il sera question de beaucoup, justement, de capital humain, et donc la jeunesse, la composante principale. Il sera question d'opportunités d'emploi décents pour nos compatriotes. Il sera également question de formation et de qualification, de compétences pour rendre notre dividende démographique en un outil de transformation productive pour Djibouti. On a intitulé, je vous le donne un peu en primaire, ce prochain plan national de développement, on l'a appelé plan national de développement ADIG. A pour adaptation, D pour diversification, E pour émergence, deuxième E pour équité et G pour gouvernance. Mais en langue locale, ça donne aussi ADIG. Alors je reste sur l'expression locale, ADIG. C'est de servir la nation, c'est de servir les Djiboutiens, c'est de servir le futur de Djibouti et donc de servir la jeunesse, puisque vous avez parlé de la jeunesse. Il y a beaucoup de sujets, notamment sur la question, j'ai parlé de compétences pour les jeunes qui sont sortis des écoles et qui n'ont pas une formation qualifiante, ou en tout cas dont leur diplôme ne leur offre pas une opportunité d'emploi directe immédiate, c'est de leur offrir des opportunités de formation en termes de compétences, de les former en digital de façon beaucoup plus agressive, c'est de les former sur des compétences au jour d'aujourd'hui où il y a plus de chances de réussir. Pour ceux qui n'ont pas été à l'université, c'est de leur offrir une seconde chance pour qu'ils puissent apprendre des métiers. Et c'est justement autour des grandes priorités de ce plan, dans des secteurs où nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. De les former dans les compétences, par exemple, de l'hospitalité, de la logistique. C'est de les former dans le digital, j'ai bien dit. C'est de les former sur des sujets qui vont vraiment leur être utiles, qui leur permettront également d'entreprendre par eux-mêmes. C'est l'entrepreneuriat. C'est de mettre beaucoup plus de ressources sur des sujets où il y a un besoin criant, et on le sait, on est très conscient de cela. L'accès au financement, par exemple, en termes de logement, j'ai eu l'occasion de parler il y a quelques jours de cela. L'accès au foncier, c'est de bâtir, de pouvoir aménager beaucoup d'espace en termes de foncier. C'est d'offrir également des logements décents. C'est
de mettre beaucoup plus de ressources en termes de garanties. Je parle de garanties pour les très petites et moyennes entreprises ou quand des jeunes viennent avec des initiatives, que les banques de la place puissent leur offrir des financements à travers des garanties qui seront en contrepartie prises en charge par l'État. Donc, il y a le sujet du loisir, il y a le sujet du bien-être. Et donc tout ça concourt à améliorer des perspectives. C'est d'offrir de l'espoir, c'est d'offrir la chance pour Djibouti de tirer bénéfice de cette dividende démographique, de cette transition démographique. Sans quoi, naturellement, ça devient un fardeau après. Si nous ne mettons pas ces politiques publiques en place, si nous n'élaborons pas et nous ne mettons pas en vigueur ces politiques publiques, ça serait vraiment un gâchis. Et donc, c'est vraiment notre détermination. C'est une vision du chef de l'État, mais c'est un devoir collectif de tous les Djiboutiens. Le plan national de développement, au-delà de la question de la jeunesse, c'est le développement de Djibouti par le secteur privé, par l'initiative privée. Notre modèle de développement jusqu'au jour d'aujourd'hui est un modèle de développement porté par le secteur public. Ce n'est pas tenable, je l'ai souvent dit, je le répète ici, ce n'est pas un modèle de développement tenable dans l'avenir. L'État a fait beaucoup, l'État a beaucoup investi. L'État maintenant doit commencer à maximiser les apports et la capacité de notre secteur privé. Le tissu économique de Djibouti doit être principalement reconfiguré en mettant en exergue un rôle du secteur privé de plus en plus marqué. Pourquoi ? Parce que les emplois que nous recherchons, c'est véritablement ce secteur privé qui va les créer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire donner les moyens, les ressources et les capacités nécessaires au secteur privé. C'est d'améliorer l'environnement des affaires, c'est de faire des réformes, c'est de réformer notre propre administration pour qu'elle soit une administration pro-secteur privé, pour qu'il y ait une meilleure interaction entre secteur public et secteur privé. C'est surtout attirer beaucoup d'investissements directs étrangers. Notamment, j'ai parlé de l'industrie de la chaîne de valeur du sel, mais il y a beaucoup d'autres industries et beaucoup d'autres secteurs qu'on doit maximiser à Djibouti, notamment l'industrie de l'hospitalité. Quand je parle de l'hospitalité, c'est le tourisme, entre autres. Ce n'est pas seulement le tourisme, c'est entre autres le tourisme. Donc, notre plan va porter également le plan de développement. Il s'agira beaucoup également de la digitalisation. La digitalisation de l'État, la digitalisation du secteur privé. Et donc, encore une fois... pourquoi la digitalisation est-elle si importante ? Parce que c'est le présent et surtout l'avenir. Le travail, ce n'est pas normal, par exemple, au jour d'aujourd'hui, qu'un Djiboutien prenne plusieurs jours pour avoir une carte d'identité nationale, ou des mois, ou des semaines. Ce n'est pas normal qu'un acte de naissance, un Djiboutien de Balbala fasse tant d'allers-retours. Dieu sait s'il a la capacité de payer tous les jours le transport en commun pour arriver jusqu'à la direction de la population. Pendant que nous sommes capables de servir nos concitoyens tout en lui offrant à proximité
une plateforme digitalisée des services publics. C'est de regrouper les services publics à travers des centres de services publics digitalisés. Encore, je parle à des... Ouais, il faut servir la population de la façon la plus simple et la plus efficace. Parce que c'est le propre même du gouvernement et de l'État. Donc, la digitalisation, elle est très importante pour rester en compétition avec nos semblables. Si nous n'offrons pas les compétences du digital, on ne parle même plus de la digitalisation aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Nos jeunes, nos enfants doivent être outillés au même titre qu'un jeune du Moyen-Orient, de l'Europe ou de la Chine. L'Afrique a raté plusieurs révolutions, notamment la dernière révolution industrielle. Cette révolution technologique, c'est la 4e révolution. On ne peut pas se permettre de rater cette... Et c'est à notre portée. Alors, et Djibouti a encore davantage, plus d'opportunités, en raison justement de tout ce qui a été investi pendant ces dernières décennies. Donc, le digital sera le cœur du dispositif de notre prochain plan et de beaucoup d'autres plans à venir, parce que on a besoin de ne pas rater cette fois-ci cette révolution qui est en train de se passer sous nos yeux. On est en train de l'observer. D'accord. Donc pour rattraper ce retard, la digitalisation est la réponse exacte, c'est ça? Entre autres, la gouvernance est la réponse. La discipline dans l'administration, dans notre quotidien. On doit avoir un peu plus de discipline à Djibouti. L'administration doit être au service de la population et du secteur privé pour qu'on crée. Donc, c'est beaucoup d'éléments, mais le digital sera le socle de beaucoup de choses. Chose qui va être également importante pour ne pas rater cette révolution qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est le capital humain, la bonne santé de nos... Le Djiboutien né aujourd'hui, il doit avoir plus de chances qu'avant, si Dieu, par la grâce de Dieu, plus de chances de survivre. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de la baisse de mortalité. Alhamdulillah, nous sommes parvenus vraiment à des résultats en ces temps si courts, des résultats extraordinairement intéressants. La mortalité a baissé fortement. Mais ça veut dire aussi que le Djiboutien, il doit être en santé à tout âge, jusqu'à aller à sa retraite dans ce cycle de... Il doit être mieux formé, il doit être mieux éduqué en qualité. En quantité, nous avons réussi à vraiment inverser la tendance. L'éducation supérieure était un privilège avant. Il ne faut pas oublier cela, il faut garder cela en tête. Seulement quelques dizaines, quelques centaines étaient privilégiés pour aller à l'extérieur à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'université. Et c'est cela qui revenait, je faisais partie de cela, de ceux qui ont eu ce privilège d'avoir eu la chance d'obtenir un bac et de partir à l'université. De ma génération, nous étions quoi? 100, 150 maximum. Nous parlons aujourd'hui de plusieurs milliers de jeunes par an de l'université. Donc, sur ce point-là, on a réussi également à avoir plus de justice sociale. Moi, j'ai souvent tendance à rappeler maintenant que cette justice sociale, on doit également la réussir dans l'accès à l'opportunité d'emploi, au mérite en termes d'évolution de l'administration. Et donc, de s'assurer que nous tirons tout le monde. Personne ne doit rester derrière. Aucun Djiboutien ne doit être laissé tomber. Parfait.
Aujourd'hui, monsieur le ministre, l'urbanisation rapide de Djibouti-Ville et une population majoritairement jeune, comme nous venons de l'évoquer, pose des défis en matière d'emploi, de logement et d'infrastructure. Le budget 2026 prévoit-il des réponses spécifiques à ces précisions démographiques? J'ai beaucoup parlé tout à l'heure de tout ce que nous sommes en train de faire, de tout ce que nous avons fait, y compris sur la démocratisation de l'éducation, de l'accès au lycée, à l'université, de notre aspiration à rendre encore plus de justice en termes d'accès à l'opportunité, d'emploi ou d'entrepreneuriat, etc. Donc je ne vais pas m'attarder davantage. Sur l'aspect de l'urbanisme, voilà un autre aspect qui va concerner la jeunesse. C'est le bien-être de cette jeunesse. Nous avons besoin de plus d'espace de jeu. Nous avons besoin, même s'il le faut, il faut démolir certains blocs dans certains quartiers pour remplacer des aires de jeux et de sport. Parce que souvent, les espaces de jeux, on les a octroyés pour construire des maisons. On doit multiplier le nombre d'espaces de jeu, le nombre d'espaces de rencontres et d'échanges de nos compatriotes. Vous avez été témoin, le nombre vous avez été témoin du nombre de facilités ou d'infrastructures que le président de la République a inauguré jeudi dernier. À Warabalei, Moustiquaire, les Yablé, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu un CDC hyper moderne. Nous avons autant de CDC à construire un peu partout dans chaque quartier ou zone où il n'y a pas de CDC. Un deuxième CDC, il est en train d'être finalisé, il sera finalisé bientôt à Balbala Adi. Warabalei, Barwaro 2, Barwaro 1, un CDC est en cours de construction. À Hayablé, il y a un CDC qui est en train qui va être construit. À Balbala 9, il y a un CDC en cours qui est planifié. C'est dans le cadre de zéro bidonville. Ce n'est pas suffisant. Il nous faut des aires de jeu également. Il nous faut des espaces où nos enfants, notre jeunesse doit s'épanouir davantage. Il y a plusieurs infrastructures dédiées et à la jeunesse et aux femmes qui sont dans les investissements publics planifiés ou en cours de réalisation. Maintenant, sur la question de l'urbanisation, il y a un sujet majeur qui mérite une attention particulière, c'est la mobilité urbaine. C'est le transport public, en particulier de nos compatriotes habitant à Balbala notamment. On doit réussir cette mobilité et rendre un peu plus fluide la circulation de l'économie à Djibouti et dans le trafic. Et, pour cela, il nous faut réhabiliter beaucoup de routes qui sont endommagées en raison du changement climatique. C'est une réalité, il ne faut pas le nier, cela. D'autres routes se sont dégradées par également le comportement de nos compatriotes. Il faut également le signaler, il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut corriger, il faut les éduquer. Mais d'autres routes doivent être également investies par l'État. Parce que la population a augmenté, le nombre de véhicules et de voitures, de transports publics ont également augmenté. Donc, c'est de construire davantage de routes, d'infrastructures urbaines plus solides, plus résilientes au changement climatique. Je pense que très rapidement, vous entendrez des bonnes nouvelles
pour la ville de Djibouti autour de Boulaous. Mais vous aurez également très bientôt l'opportunité de constater que plusieurs dizaines de kilomètres de routes démarreront simultanément à Balbala. On va élargir les maillages du réseau routier urbain à Balbala. Et nous allons réhabiliter beaucoup de routes ici. C'est vrai, nous n'avons pas toujours les ressources nécessaires pour mettre tout cela au standard immédiatement selon nos propres désirs ou selon le vœu de nos compatriotes. On fait ce qu'on peut. La volonté est là. La volonté, elle est ferme. Le leadership et la vision est là. Et nous travaillons jour et nuit pour faire en sorte à ce que les Djiboutiens vivent mieux, et la jeunesse en premier. Là, nous passons de l'actualité nationale au niveau régional. Quelle est la situation actuelle de la Corne de l'Afrique en ce début d'année 2026 entre nouvelles tensions géopolitiques et rôle accru de la Somalie sur la scène internationale et enjeux liés au littoral stratégique? Voilà un sujet pas facile. Hein? La région, elle est dans des sales draps, comme on dit. Très difficile. Très difficile pour des raisons déjà historiques, en raison de la fragilité de la Somalie ou de la faillite de l'État somalien en 1990, après la chute de l'ancien régime en 1990. La Somalie est passée par durant des décennies par des chemins tumultueux, difficiles. Mais la voilà, au jour d'aujourd'hui, assumant le rôle de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il faut l'avouer, un miracle apprécié. Mais on sait que la Somalie a encore face à elle beaucoup de fragilité. Cette fragilité, elle est liée à une fragilité autour des foyers de terrorisme, mais également dans le contexte de sa propre situation interne, politique et intérieure. Nous ne pouvons que prier et continuer à soutenir. Maintenant, il y a un sujet, il faut appeler un chat un chat. Ce ne serait pas sérieux de ma part de faire abstraction. La question de la Somalie, en ce moment, elle est d'actualité en raison de cette géopolitique justement régionale et mondiale. Et notamment donc la Somaliland qui a toujours réclamé une indépendance par rapport à la Somalie, qui a autoproclamé la Somaliland. Elle vient de rentrer en lien ou en reconnaissance mutuelle avec Israël. Je vais préciser une chose, et ça ne concerne que moi-même. Nous pensons, et je pense, que c'était la plus mauvaise décision prise à vouloir s'associer avec un tel État qui est en marge de la communauté internationale aujourd'hui, qui a tué tant de centaines de milliers d'enfants et de femmes, qui a eu des pratiques génocidaires, qui est en train de faire mourir des enfants et des gens, des musulmans, les laisser mourir dans la famine, dans le froid, dans l'eau. Et on sait
quelles sont les valeurs de nos frères somalilandais. Moi, je voulais profiter de cette occasion par rapport à la position de Djibouti. On reçoit beaucoup d'insultes, beaucoup d'attaques, y compris au chef de l'État, à Djibouti, aux Djiboutiens, à la République, de ce côté-là. Mais je rappelle ici encore une fois, nous estimons les Somalilandais comme les nôtres. Ce sont des frères. Dieu, on n'a pas choisi. Dieu nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes voisins, nous sommes famille, nous sommes une seule communauté de cette partie du monde. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est comme ça. Donc, Djibouti a toujours veillé à ce que les frères somalilandais puissent vivre dans la paix. On a apprécié ce qu'ils ont construit en termes de paix, en termes de stabilité, en termes de bien-être. Djibouti y a contribué beaucoup, à tous les niveaux. À tous les niveaux, Djibouti y a contribué. Et en particulier, sous le leadership d'Ismaël Omar, Djibouti n'a jamais hésité à apporter tout le soutien nécessaire pour eux. Moi, je suis très au courant de cela. Et on a beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis de l'autre côté. J'ai vécu pendant 15 ans en tant que ministre aux côtés du président Ismaël. Djibouti a toujours été cette main tendue. Mais il y a un sujet, il faut que nos frères somalilandais comprennent. C'est un sujet fondamental, c'est un principe fondamental porté par les chartes et des Nations Unies et de l'Union africaine et de l'IGAD. L'intégrité territoriale d'un pays, et en particulier de la Somalie, ne peut pas être négociée ici à Djibouti et n'est pas négociable avec les Djiboutiens. Et c'est encore plus vrai pour Djibouti. Djibouti ne peut pas être ce pays qui accepterait que la Somalie soit divisée. On sait, on a une dette à rendre à la Somalie. Quand je parle de la Somalie, y compris de nos frères somalilandais. C'est extrêmement important et on aimerait qu'une bonne fois pour toutes, que nos frères somalilandais comprennent cela. L'unité et l'intégrité, ce n'est pas un sujet négociable chez les Djiboutiens. Pas chez Ismaël Omar, mais chez la République de Djibouti. C'est le principe fondamental qui vaudra pour tout le monde. Si la Somalie doit se séparer, si la Somaliland doit avoir une indépendance, c'est entre frères somaliens que cette décision doit venir. Et Djibouti, alors, sera très heureuse d'accompagner la décision somalienne dans la paix et la fraternité. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire autre? On peut faire beaucoup mieux avec la Somaliland. On peut intégrer davantage. Moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui croient à l'intégration régionale, ceux qui croient au vivre ensemble, ceux qui croient au mouvement des personnes et des biens dans la sécurité. On peut construire un avenir commun ensemble sur cette région-là. Cette région, en tendant la main les uns aux autres, on peut mieux vivre. On peut construire des infrastructures. On peut construire une économie où chacun trouve sa place. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit, parce que souvent ce sont des choses erronées qui sont dites. Berbera, Djibouti. Non, il n'y a pas de compétition. Djibouti a 7 ports, il n'y a pas une compétition à côté. Mais il y a une complémentarité. Le Premier ministre éthiopien récemment était là. Nous étions en train de parler d'autres perspectives. L'Éthiopie, on espère, elle va retrouver également
cette quiétude et ces petits soucis de conflit intérieur seront résolus. Nous espérons l'Éthiopie va être, une fois la stabilité retrouvée en interne, une fois que l'économie régionale et la stabilité régionale retrouvée, cette région est riche. Et Djibouti est prête pour les Somalilandais à continuer à vivre dans l'harmonie, dans la paix et la fraternité. Nous, les Djiboutiens, on n'a pas pour habitude à se mettre devant une caméra et insulter son prochain. Vous n'entendrez jamais un responsable djiboutien dire certaines choses de quiconque. Ce n'est pas dans nos habitudes. Vous ne verrez pas un sage djiboutien se mettre devant une caméra, insulter, menacer un Somalilandais. Il n'y a pas. Ce n'est pas dans nos habitudes et nous ne pensons pas que c'est une bonne habitude. Et cette sagesse va prévaloir chez les Djiboutiens. Maintenant, qu'on nous respecte par rapport à ces principes fondamentaux dont la République de Djibouti va de toute manière toujours rester à cheval. Voilà un peu mon message dessus. Maintenant, sur la question encore plus dangereuse, c'est vraiment cet acteur israélien qu'on connaît bien et qu'on sait ses intentions, avec le danger qu'il représente. Comment nos frères somalilandais ont pu rentrer dans un piège pareil? Où est l'islam? Où est la morale? Où est où est ce cœur pour les Palestiniens, pour ces enfants, pour ces femmes? Où? On va regarder qu'ils viennent faire exactement ce qu'il a fait chez les Palestiniens, qu'il est venu s'imposer et qu'il est en train de chasser de leur terre. Moi, je pense que les Somalilandais, nos frères Somalilandais, doivent revenir à la... Les Somalilandais méritent mieux que ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'appréciation et beaucoup d'amis là-bas. Il y a beaucoup de sagesse là-bas. Malgré notre différence, les Somalilandais doivent revenir à la raison. Ce n'est pas raisonnable. Et de toute manière, ça ne sera pas accepté de quiconque. C'est simple. Alors, pour clôturer, Excellence, cet entretien, toujours restant dans le contexte régional, marqué par des tensions bien sûr croissantes et une redéfinition des alliances de la Corne de l'Afrique, comment Djibouti consolide-t-elle donc son rôle de hub stratégique et renforce-t-elle sa stabilité face aux évolutions géopolitiques récentes? Et enfin, comment la stratégie économique du Djibouti s'adapte-t-elle pour rester un hub logistique fiable et surtout attractif? La position de Djibouti en tant que hub logistique n'est plus à refaire. Elle est construite, elle est consolidée, elle ne peut qu'améliorer au fur et à mesure des années à venir. Il n'y a aucun doute. Djibouti aujourd'hui est positionné dans cet échiquier mondial en termes de services portuaires. Notre ambition maintenant, c'est de ne plus de rester un hub ni logistique ni portuaire. C'est de transformer cette transition qu'on doit réussir, et c'est en cours, d'une transition vers un hub maritime de niveau mondial. Quand je parle de hub maritime, c'est tout en plus des ports et de la logistique. C'est le chantier de réparation navale, ça fait partie des services maritimes qu'on doit offrir. L'économie bleue en général.
c'est tout ce qui est service, entre guillemets, station-service ou bunkering. C'est de pouvoir approvisionner tous les navires de passage sur Bab el-Mandab. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Red Sea Bunkering. Mais c'est également, et c'est ce qu'on a commencé, c'est un hub de changement d'équipage maritime au niveau mondial. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut coupler maintenant de ces hubs maritimes avec un autre hub de air cargo. C'est l'aéroport de Beidle qui va se construire durant les prochaines années à venir, très prochaines années à venir. Et donc, c'est de passer de la logique maritime à une logique de transbordement ou hub maritime et air. Comment réexporter avec tous les pays. Il y a une dizaine de pays qui sont enclavés et qui n'ont pas de port, et qui sont encore plus loin que la partie de l'Éthiopie. Donc, il faut les approvisionner, il faut les servir, Et donc, la combinaison entre la mer et l'air, c'est également une des raisons qui va être utile. Et ensuite, c'est de devenir un hub digital, pas seulement un hub de télécommunications. Vous savez que Djibouti a la plus importante infrastructure de fibre optique, de stations de fibre optique en Afrique. Vous savez ça? Djibouti est le pays qui a le plus de câbles fibre optique sur toute l'Afrique. J'ai bien dit sur toute l'Afrique, devant l'Égypte et devant l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire qu'il y a une base en termes d'infrastructures de télécommunications. Comment maintenant passer à une base digitale, d'une plateforme digitale, notamment d'attirer tous les data centers, parce qu'il y aura de plus en plus de besoins de data centers, en particulier avec l'évolution rapide de l'intelligence artificielle. Mais les data centers, c'est très gourmand en énergie. Et on revient au sujet de l'énergie, de son abondance et de son coût compétitif. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir clairement répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet entretien, vraiment, mesdames et messieurs, ainsi s'achève donc cet entretien avec le ministre de l'économie et des finances, son Excellence Monsieur Ilyas Moussa Douali, qui a vraiment répondu d'une manière très positive, très claire à nos questions. Merci à vous, Excellence. Merci à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir suivi cet entretien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien. Et entre-temps, excellente suite de programme sur Télé Djibouti.